Votre diversification produit, tu l'as dit tout à l'heure, est quand même assez large parce que vous êtes dans différents verticales. Sur du B2C, du B2C, vous êtes hyper on a diversifié. 42 produits. 42 produits. Oui. Et on fait du B2C. En B2C, on fait de l'auto, de l'habitation, de la santé, du chien-chat, des propriétaires non occupants et de l'emprunteur. Et en B2B2C, c'est-à-dire qu'on fabrique des produits pour le compte de tiers que eux distribuent. Donc on travaille aujourd'hui avec les plus gros courtiers de la place, distribuent nos produits. Et là, on fait de la santé, du casse-vol audioprothèse pour les audioprothèses, téléphone mobile, vélo, facture. On fait tout. Qu'est-ce qui guide cette diversification? C'est vos études, vos partenaires qui vous disent là il nous faut un truc, vous pourriez faire ça? Ou c'est vos clients qui vous disent Salut Franquin, j'ai un produit, tu sais faire? Oui, on sait faire. Salut Ralph, j'ai un produit, tu sais faire? Oui, on sait faire. Salut Francky, j'ai ça, est-ce que tu fais? Oui, on sait faire. Voilà, c'est... On a fabriqué une usine à produire. tech à produire du produit, ce qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'un assureur traditionnel, il met entre 12 et 18 mois à fabriquer un produit. Oui, mais ça faut... Nous, on met 2 mois. Sauf qu'aujourd'hui, en 2024, tu as une idée. Si tu attends 18 mois avant de la sortir, mais tu peux la mettre à la poubelle. Dans 18 mois, le monde, il a changé. C'est ce qui te donne l'avantage par rapport aux gros groupes qui doivent valider, machin et autres. Tu sens qu'ils sont sclérosés, là où toi, tu es hyper agile. Ah oui, c'est... D'ailleurs, on a beaucoup de mal à recruter. On ne recrute pas des gens qui viennent des grands groupes parce qu'on n'arrive pas à travailler avec des biais, quoi. C'est impossible. La phrase qu'on déteste le plus au monde chez Agile, c'est « Ah bah avant, on faisait comme ça. » Oui, mais maintenant, on fait autrement. Comment se passe la relation avec tes investisseurs, toi, aujourd'hui? J'imagine qu'elle est très bonne. Elle est très bonne. Xavier, tu as toujours des contacts avec lui? Et Jean, et à quelle fréquence? Qu'est-ce que vous vous dites? On a des contacts réguliers. Alors Jean, j'ai cette chance d'avoir cette relation où quand je lui envoie un message, il me répond. Qu'il fasse track. On va voilà. voir. Et il est plutôt présent. Et il répond présent quand on a besoin de lui poser une question. On n'est pas, et Francky et moi, on n'est pas des relous à poser 10 milliards de questions. Vous êtes des grands garçons. On est des grands garçons, donc on préfère plutôt faire sans qu'avec. Xavier, on l'a vu beaucoup au début, où on se voyait régulièrement avec Jean, on faisait un petit point. Voilà. Et nos autres investisseurs, on les voit régulièrement, Portage et Serena. On les voit une fois par mois pour parler de ce qu'on fait. Et voilà. Bon, bah écoute, en tout cas, je ne sais pas s'ils sont tous aussi fiers que Jean, mais tu as réussi à faire des gens qui sont embarqués dans ton histoire et très fiers de ce que vous êtes en train de faire. C'est impressionnant. J'ai besoin de t'entendre sur la partie tech. Parce que on a parlé beaucoup de l'assurance. Ton autre toi, c'est l'acquisition, le digital, le marketing digital. Et j'aimerais bien savoir, je suis sûr que c'est un élément game changer dans ton efficacité aujourd'hui, dans ton organisation. Et tu as voulu mettre un peu toute ton expérience là-dedans, j'imagine. Ça s'est traduit comment? Quelle vision tu avais de cette place de la tech et du digital? Et quels ont été les choix et l'approche que vous avez sur ces plans-là? Alors, la personne qui gère le marketing chez nous, c'est Francky. D'accord. Parce comme je t'ai dit, on venait du même... C'était votre univers à tous les deux. C'était notre univers à tous les deux. Et lui était plus dans le... Moi, j'étais dans le marketing digital d'avant, et lui dans le marketing digital de maintenant. Et la somme des deux, ça fait un marketing digital un peu bon. Et donc là, aujourd'hui, toute l'acquisition, tout ça est géré par Francky. On n'a pas de direction marketing chez Hachi. Okay. Donc, moi un petit peu et Francky beaucoup, on gère ce genre de choses. On connaît par cœur tout ça. Donc, on nous a payé pendant des années pour acheter du trafic pour les autres. Donc, aujourd'hui, on se l'achète pour nous. Mais avec cette capacité à l'exploiter maintenant. Donc du coup, à mieux l'exploiter. Donc du coup, mécaniquement, on paye 30% moins cher que les autres. En fait, parce qu'en fait, c'est ce qu'on facturait 30% nos services. Donc aujourd'hui, quand on s'achète pour nous-mêmes, on paye 30% moins cher. Donc on est déjà 30% plus efficace. Est-ce que tu peux nous parler de la mécanique ou des solutions, des outils, de la tech que vous utilisez? Alors, ou de l'approche que vous avez? On a une approche très héroïste. Tu vas pas t'étonner de tout ce qu'on achète. Donc on est très dans la data.
On est capable de jouer avec tous les indicateurs. On connaît très bien le monde des comparateurs, par exemple. Donc, Oui. en fait, tous nos concurrents, ils ne savent pas trop les rouages. Moi, j'ai été propriétaire de plusieurs comparateurs. Je connais tous les gens. Tu sais comment tu t'arrives en tête. Exactement comment on arrive en tête. Je sais ce qu'il faut faire. Je sais quand je vais être premier, quand je ne veux pas être premier. Des fois, on décide de ne pas être premier. Et ça, c'est des astuces que les gens n'ont pas, ne connaissent pas. Et ce n'est pas les comparateurs qui nous les donnent, parce qu'ils n'ont pas l'intérêt de nous les donner. Et il y a même certains comparateurs qui ont changé leur modèle à cause de nous. Parce qu'en fait, on est arrivé tellement premier que tous les autres leur disent ben non, mais du coup, il n'y a plus de game, comment on peut faire? Donc, ils sont revenus sur la garantie, plus sur le prix. Ils ont essayé de trouver des solutions pour changer ça, mais nous, on arrive à jouer à ça. Dans l'acquisition, ben, on est capable d'acheter mieux si c'est pour Google et de changer nos tarifs ou de changer nos produits ou d'avoir des choses différentes en fonction du canal d'acquisition que très peu de personnes sont capables de faire. Mais le nerf de la guerre, c'est pas ça. C'est plutôt la machine à fabriquer les produits et le back-office qu'il y a derrière. Et pour moi, la vraie force d'Achille, c'est ce back-office de dire... Tu peux me donner un exemple d'un truc où tu t'es dit, waouh, là, on touche un truc, on a craqué un truc pas mal. Un exemple de... C'est un truc que j'utilisais déjà dans les autres. C'est-à-dire que... Mais moi, j'ai vendu un comparateur en 2011. Aujourd'hui, les comparateurs, ils n'ont même pas cette tech. Ils n'ont pas quoi? Ils n'ont même pas la même tech que j'avais en 2011. Tant mieux, je ne vais pas expliquer 1000 fois les trucs, mais nous, on paramètre tout. Tout est en microservice, tout est en API, tout est... Ben non, j'ai plein de gens, c'est pas encore comme ça. Donc, il n'y a pas un truc, on s'est dit, tiens, on a réinventé le truc. C'est... Aujourd'hui, prends un jeune qui sort de l'école, tu lui demandes de te faire un truc, t'hallucines en fait, ce qu'ils sont capables de faire en 3 jours, ce qu'il te fallait 8 mois avant avec un autre tech. Je sais pas si toi tu as ça dans ton truc, mais... et après, il y a aussi toute la tech, technos, les AWS, qui mettent des services... Non, mais t'as tout. C'est aujourd'hui, si tu sais les exploiter, si tu sais taper sur Google et faire des recherches ou aller sur le web et te dire comment je fais ça, ben, un jeune aujourd'hui qui sort d'école, il fait des trucs que tu n'as même pas rêvé faire avant. Et ben, tant qu'il y a des gens qui restent dans la vieille école et disent non, mais moi, je veux que ça soit solide, je veux que si, je veux ça. Il y a pas longtemps, j'étais à un rendez-vous, le mec m'a vanté la S400 en me disant mais on n'en changera jamais, c'est le meilleur truc du monde. Ça fait plaisir à entendre. Ça fait plaisir à entendre, mais tu te dis, mais attends, à S400. Donc tu te dis que tu as une petite longueur d'avance. Voilà, non, mais en plus, des trucs qui marchent bien et tout, il te dit non, mais nous. Si tu veux pas bouger, c'est bien. Oui. Et donc aujourd'hui, quand tu vois ce qu'un jeune est capable de faire en sortie d'école, tu as des gens, tu lui dis, tiens, fais ça. Ah oui. Mais du coup, il y a une phase d'idéation aussi en interne où vous vous dites, mais attends, en sachant faire ça, on pourrait faire ça. Ah ok, donc on pourrait faire ça. En fait, moi, j'ai toujours considéré que la tech, c'est un moyen. Mais en fait, c'est pas la tech qui est important, c'est qu'est-ce que tu as demandé aux tech de faire. Et c'est ça qui est... Il y a plein de gens, c'est pas la tech qui drive le business, c'est le business qui drive la tech. Et souvent, t'entends trop, bah non, la tech peut pas le faire, donc on va pas le faire. Non, je m'en fous, moi, on veut ça, on trouve une solution pour le faire, mais c'est le business qu'on va faire, c'est pas de la tech. Donc aujourd'hui, du bon sens, du paramétrage, on refait pas un truc 2 fois. Si on t'a posé 2 fois la même question, bah tu l'automatises. Si on t'a demandé 2 fois les mêmes bordereaux, tu l'automatises. Si ton produit va changer 4 fois par an, et ben c'est pas dur dans le code, ton produit il est paramétré. Si tu sais que ça va changer, ça va changer, ça va changer. Donc le paramétrage à outrance de tout, c'est ce qu'on a chez nous. Ça a énervé pas mal de gens au départ, même mes techs qui me disaient mais Ralph, on perd du temps à paramétrer, pourquoi? Je dis mais non, mais le monde de la science, vous vous rendez pas compte en fait. Ça change tout le temps. Et en fait, dans un monde idéal, le client, il signe son contrat, il a choisi les bonnes garanties, il connaît le nom de ses enfants, il connaît son prénom, mais non. On en a qui sont trompés dans le nom de leur prénom, du prénom des enfants, on en a qui n'ont pas signé, on en a qui disent « Ah ben je voulais que ça commence le 3, mais finalement je veux que ça commence le 2 ». Il y en a qui te disent bah, « J'ai pris le vol, mais je veux plus le vol, je veux le bris de glace. Ah ben j'ai pris le bris de glace, j'ai pris cette franchise, mais j'en veux... » Il y a tellement de combinaisons possibles. C'est presque dans l'expérience client, la facilité que tu vas offrir à changer. Mais il faut que l'outil puisse le faire. Oui, Par exemple, quand tu posais la question pourquoi on voulait être assureur, on voulait être assureur pour ne pas être tributaire d'un système d'information pourri d'un autre assureur.
Parce que quand tu es courtier, c'est pas toi qui maître de ton produit. Donc si tu as envie de le changer. Je crois que le point de départ d'Alan, c'était ça aussi. C'était de se rendre compte de l'archaïsme des systèmes d'infos qu'on avait en face, en disant ah oui, en fait, il y a peut-être moyen qu'on le fasse nous-mêmes. Exactement, c'est exactement ça. Et donc il faut le faire soi-même. Et faire soi-même, ça ne veut pas dire que faire le produit. Ça veut dire si tu fais ton produit, il faut que tu aies ton outil informatique qui va avec ton produit. Mais tu vois, c'est une question que je posais à Luco, mais pourquoi est-ce que les grands groupes qui ont une force de frappe énorme, pourquoi eux ne cherchent pas à créer ça? Parce que même si c'est complexe et que ça prend du temps, pour un alliance ou un grand groupe, ça semble accessible. Pourquoi est-ce que cette Parce que c'est très génération là, moi, je fais mon malin en disant on a monté ci, on a fait ci, mais moi j'ai hérité de aucun Legacy, j'ai hérité d'aucun problème. J'ai pas 4 millions de clients. Si je touche sur un bouton, on a une autorité de contrôle. On peut pas faire ce qu'on veut. Donc, ils envoient le mauvais avis d'échéance à un client. Ils envoient le mauvais truc. Ils se font défoncer. Et, ils peuvent plus bouger. Allianz, c'est l'achat de PFA, AGF. C'est 10 systèmes d'information différents. Tu as les clients qui sont dedans. On a essayé de faire en sorte que ça... Donc, c'est vachement facile pour moi de me le raconter et de dire non, mais moi, j'ai tout construit. Ouais, mais c'est en sachant ce qu'ils... Mais ils le feront pas. Ouais, mais tu vois, il y a un truc... Ils rachèteront une boîte comme la nôtre, qui mettront de côté, j'espère, et qui laisseront vivre et qui fera. Mais d'ailleurs, ils ont racheté un système de vase communicant en passant un peu les systèmes... Petit à petit, mais aujourd'hui, après, il y a, je sais pas, 500, 600, 700 informaticiens, t'en fais quoi? Ouais. Après, il faut aussi mettre en perspective la part de marché. Je sais pas si tu as une idée de ce que tu représentes en termes de part de marché sur le marché? Aujourd'hui, je pense que je fais plus de contrats qu'eux en habitation par jour. Okay. Voilà. Ça reste marginal, j'imagine. En termes de portefeuille, je suis un nain. Dans le trend. Mais dans le trend, je fais plus de contrats nouveaux, parce qu'en fait, eux, ils en font, mais il y a des pertes et des gains. Moi, vu que j'ai pas de pertes, puisque je suis tout nouveau, j'ai que des gains. En habitation, on en fait plus. Bon. Mais en part de marché, je suis ridicule. Ouais. Mais pas pour longtemps. Pas pour longtemps. Tenez-vous bien. Tout ça, c'est sympa. Le marketing, le digital, la tech. Je pense que rien ne serait possible sans une équipe qui a l'air d'être assez soudée, assez particulière, avec une culture forte, avec des valeurs fortes. Et j'aimerais que tu me la décrives un peu, cette culture, qui se dégage, je trouve, une certaine humilité, simplicité, mais en même temps, voilà, une vélocité de tout ça. Cette culture, ça a été naturel parce que ça a ruisselé de la tienne et de celle de Francky, ou c'est quelque chose que vous avez travaillé? Je sais pas. Je pense pas qu'on l'ait travaillé. Et je pense pas que ce soit naturel non plus. Je sais pas comment expliquer les choses. C'est un peu des deux. C'est déjà... et Francky et moi, c'est pas notre première boîte. Et on n'a plus envie de se faire chier à travailler avec des gens avec qui on n'a pas envie de travailler. Ça, c'est déjà un premier... ça peut paraître fou, mais des fois... Alors, il y a une phrase que je dis toujours, moi, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et donc, dès qu'on a le moindre doute, il n'y a pas de doute. Okay. Et ça, c'est important. Tu sais, tu connais tes tripes, quand ça te parle là. Et on sait qu'il y a des fois... Combien de fois, sûrement toi, dans tes boîtes, tu as pris quelqu'un, tu t'es dit bah, ça va pas, mais attends, si je l'enlève, je suis dans la merde, je vais le garder quand même, il va peut-être s'améliorer. Non, ça marche jamais. En fait, moi, j'ai 52 balais, c'est ma 5e boîte, j'ai jamais vu une fois que ça s'est amélioré. Quand ça va pas, ça va pas. Et donc, d'essayer de trouver des solutions, d'essayer de faire... Non, et même c'est bon pour tout le monde, en fait, de voir avec la personne et de dire écoute, ça va pas le faire, ou c'est pas bon. Donc, autre chose aussi qui est important, c'est qu'on a pris que des gens plutôt jeunes à qui on a donné une opportunité de dingue, plutôt que des super seniors qui se sont dit je suis arrivé. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire dans le... Okay. Et genre tu dois créer ce poste-là, mais on t'autorise, versus tu l'as et voilà. Donc on a été, par exemple, je dis n'importe quoi, on a créé un service sinistre, jeune et milliardaire, super brillant, super doué, mais N-3 dans son organisation, il dit bah, c'est toi qui vas être le boss de ça. Il voit très bien de quoi et ça le mec, et il cartonne. On a fait pareil dans plein de services. La conformité, on a Pauline, une fille incroyable, elle était conformité, elle se voyait jamais patronne de la conformité. On lui dit bah, tu seras patronne de la conformité. Elle bosse jour et nuit, elle sait pourquoi elle est là. Et voilà, et c'est ça qui fait qu'on le fait. Et on n'a pas été dire, non, je vais prendre quelqu'un qui a
Qu'il a déjà fait pendant... qu'il a déjà fait pendant 10 ans, il va venir faire. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est quelqu'un qui le fait avec ses tripes et qui se dit, bah tiens, je vais le faire. Donc on a ça pour le service client aussi avec un Emilien, on a ça dans plein de services. Notre CTO, par contre, très très expérimenté, parce que dans une boîte comme ça, tu peux pas l'assurance ou pas du tout? Pas du tout. Okay. Il venait du New York Stock Exchange pendant 14 ans, après d'une boîte qui faisait du paiement, voilà, plutôt finance, donc, mais pas assurance. Voilà. Voilà, donc oui, c'est les services en l'UX. On a pris JN, tout de suite on a pris l'UX, pareil, on a pris quelqu'un de très expérimenté, tout de suite. Mais après, sur toutes les parties assurantielles, on a plutôt pris, après je t'ai parlé de Franklin, il est actuaire et commercial en même temps, super connu dans son milieu, très fort, mais jeune. Et les valeurs humaines, tu vois, la dynamique, il y a des marqueurs qui font qu'il y a une culture, un ADN Achille. Ouais. Et ce serait quoi ces marqueurs? C'est assez, on est très. Alors on a Marie Blanche qui est notre patronne com marketing et autres, que tu salues, qui est très. Je fais attention à tout le monde, je fais du vélo, attention à l'empreinte carbone, on fait attention à tout ça. Et du coup, c'est très comme ça dans la boîte en fait. C'est très RSE, pas parce que c'est la mode, parce qu'ils le sont vraiment. Les jeunes maintenant, ils sont vraiment comme ça. Ils en ont besoin. Enfin, ils en ont besoin, ça fait partie. Voilà. Et donc même moi, je commence à me prendre au jeu de ça, alors que je ne l'étais pas du tout. Et voilà, cet esprit-là. Après, on fait beaucoup de soirées ensemble. On fait un gros événement par mois. Laser game, escape game, bowling, tous les mois un gros événement, tous les jeudis un apéro tous ensemble, et on essaye de créer un esprit d'équipe important. On a toujours nos t-shirts Achille, ça c'est un des marqueurs qui est important aussi. Les gens sont fiers d'Achille. Vous n'avez pas tout jeté de cette start-up culture? Parce que dans le côté je burn du cash et autres, non, mais en revanche, ces marqueurs-là, vous les avez. En fait, pour moi, le vrai marqueur de la start-up, c'est celui-là, c'est pas burner du cash. Burner du cash, c'est parce qu'on nous a permis de le faire à un moment. Mais les vrais débuts des startups, c'était plutôt... on se resserre les rangs on se regarde pas le nombril et on avance. Et voilà, c'est ça. C'est tout le monde travaille dur, mais on se prend pas au sérieux. Ça se voit dans le recrutement. Dans la communication, Ça se voit dans le recrutement. Il y a un process de recrutement particulier pour capter ce qui va fonctionner avec Achille ou pas? Non, mais par contre, on perd des talents qu'on se dit ça marche, ça fitera pas. Moi, j'ai vu des gens super bons que j'ai pas pris en me disant ça fitera pas. C'est pas qu'une compétence, c'est aussi un fit. Je préfère un mec moyen qui fit qu'un bon qui fit pas. Parce que c'est plus important que ça fit. En espérant qu'ils deviennent bons ou même en restant moyens? Ils sont tous bons chez Achille, mais même s'ils restent moyens, ça me suffirait. Parce que, en fait, c'est une équipe. On l'a vu, moi j'aime beaucoup le football, on l'a vu dans le football. Tu peux avoir les meilleurs joueurs du monde, s'ils ne s'entendent pas, ils ne gagneront pas un match. Ouais. Je pense qu'une start-up, c'est la même chose. Tu es arrivé avec un paquet de bagages. Déjà, tu avais capté que tu savais faire ce projet-là. Ça t'a pas empêché d'apprendre des trucs, j'imagine. Depuis 3 ans, là, tu as appris quoi? Sur quoi? Il y a des choses que tu as pu réaliser ou apprendre? J'ai appris plus de patience que je n'avais avant. Okay. J'ai appris l'autre côté, parce qu'en fait, moi, j'avais un gros bagage, mais je n'avais jamais été assureur. Et assureur, c'est costaud, c'est un métier. J'ai appris ça. J'ai appris ma relation avec les réassureurs, chose que je n'avais pas, parce que quand tu es MJA ou courtier, toi, tu as des produits, c'est l'assureur qui gère ces réassureurs, toi, tu ne les vois pas. J'ai vu une autre partie, donc j'ai appris, même dans mon métier d'origine, j'ai appris beaucoup de choses. Voilà, c'est déjà pas mal. Bon. Je me souviens d'une phrase d'un post que tu avais dit, que tu avais mis pour ta fille à une époque, je crois qu'elle avait 18 ans, c'est ça une connerie? Ou 20 ans? Elle a 18 ans maintenant. Elle a 18 ans. Donc c'est au moment de ses 18 ans, j'avais vu un post où tu avais dit que l'essentiel c'était de préserver du temps pour sa famille, pour ses proches, pour ses sujets perso. Moi, c'est un de mes sujets favoris parce que j'ai 4 enfants, pas mal de projets en parallèle. Comment tu t'y prends, toi, pour préserver ton équilibre pro-perso?
Et est-ce que tu arrives à garder du temps pour tes proches et pour toi en parallèle de ce projet Moi, je qui doit l'ai être... toujours fait, même avant Achille et même dans toutes mes autres boîtes. À garder du temps pour toi. Alors, par exemple, j'ai plein j'en ai besoin. d'exemples. Quand mes enfants étaient tout petits, je prenais un café avec ma fille. J'allais au café tous les matins à 8h dehors. On se mettait en terrasse. J'habitais le 10e arrondissement, le quartier bien bobo. On avait plein de terrasses. La boulangère lui amenait ses chouquettes. Moi, je prenais mon café. On passait du temps que elle et moi. Je l'amenais en classe, je restais 20 minutes avec la maîtresse en classe avec les enfants, je connaissais tous ses copines et machin. Donc déjà, comme je savais que j'allais rentrer tard le soir, j'avais pas de temps. Donc je passais au moins 30-40 minutes que avec elle tous les matins. On peut arriver à 8h40 au travail ça ne changera rien du tout, bien au contraire. Maintenant j'arrive plus tard d'ailleurs. Donc je faisais ça. Je mangeais tous les mardis midi avec ma fille. Mon agenda était mardi midi, c'est ma fille. Elle venait au bureau, on mangeait ensemble, en amoureux, tous les deux. Et je fais toutes les sorties scolaires de ma fille et de mes enfants depuis qu'ils sont nés. Ouais, t'es impressionnant, tu fais des effets complexes. Non, parce que moi, la maîtresse, au début d'année, je disais, mais c'est quoi les dates, est-ce que vous savez, et ainsi de suite. Je me mettais comme volontaire. Et t'es un menteur si t'es pas capable de rattraper 2 heures de ta journée en sortie. Non, mais c'est juste d'accepter de le faire et de se dire que en fait, c'est important. Oui, mais c'est-à-dire que c'est l'acceptation et de se dire qu'est-ce qui est le plus important. Qu'est-ce que tu vas rater pendant le mardi midi quand ton agenda, ta secrétaire elle met rendez-vous avec Ilana, ma fille. Mardi midi, c'est Ilana. Tu vas me dire que c'est un mec t'appelle, te dit on se voit mardi, et tu dis non, je peux pas, ça sera mercredi, ça va changer quoi. Non, Par contre, ta fille quand elle grandit, elle peut pas te dire ça sera jeudi ou ça sera, tu la verras pas. Donc ça, déjà, je l'ai toujours fait. Les sorties, c'est pareil. Tu les fais. Et moi, j'ai une anecdote où je faisais toutes les sorties et la maîtresse pensait que j'étais au chômage. Et à l'époque, je gérais une énorme boîte, je voyageais tout le temps et tout. Et j'avais envie de dire, non, mais moi, je me couche à 5h du matin. Si je fais cette sortie-là, je vais me coucher à 5h du mat. Je vais rattraper. Moi, ma journée, elle va commencer quand je vais te ramener le gamine. On va rentrer du zoo. Je vais te ramener le gamin à l'école, je vais rentrer chez moi jusqu'à 5h du mat, mais je vais travailler pour rattraper ma journée que j'ai pas faite. Voilà, donc ça, c'est vraiment des moments auxquels je ne déroge pas. Après, tu vas croire que je suis un feignant, mais je pars en vacances tous les 7 semaines avec ma famille. Tous les 7 semaines Tous les vacances scolaires. Et je pars 4 semaines minimum en août, que tous les 4, à l'étranger, loin. Tu arrives à couper pendant ces 4 semaines? J'y arrivais pas. Évident, J'y arrivais pas. Non, okay. De plus en plus évident. Ok. Bon. J'y arrivais pas. On coupe jamais, hein. Mais j'y arrivais beaucoup moins. Alors, par exemple, j'avais une routine que je faisais beaucoup. Je partais dans les Caraïbes en hiver. Et en fait, parce que le décalage horaire me convenait. Et en fait, pour profiter bien de ma famille, je me levais à 5h du matin. Alors, des Caraïbes, il était 10h à Paris. Je bossais de 5h du matin à 10h du matin. Donc ça faisait de 10h du matin à 15h hors de France. Ouais, ta journée était bien. Ma journée était. J'avais fait tout ce que j'avais à faire, je pense. Tu avais suivi. Tu as pu voir les équipes, tu as fait tous les trucs que tu voulais, ainsi de suite. Et à 10h du mat, la famille arrive, tu vas au petit-déj, et tu as toute ta journée. Tu es serein parce que tu as fait ce que tu avais à faire. Tu as fait ce que tu avais à faire. En plus, le décalage horaire, après, tu n'es plus réveillé ou appelé, ou ton téléphone ne va pas sonner, ils sont en train de dormir. Et je profitais vraiment de ces vacances-là. À 18h, en revanche. Et à 21h, j'étais KO. Voilà, et donc du coup, mes enfants étaient petits, donc tu as pu faire toutes tes vacances, et on part beaucoup. Canon. Les voyages, c'est très important. Ça fait des beaux souvenirs, canon. Qu'est-ce qu'il faut souhaiter à Achille pour les prochaines étapes? Parce que j'ai l'impression que tu as touché... Il y a encore beaucoup de choses à faire. Ah oui, Pas dans la diversité des produits, aussi dans la diversité... Si, dans plein de choses. Déjà, c'est à la fin qu'on paie les musiciens. Pour l'instant, on n'est pas à la fin. Pas 2 milliards encore. On est pas que l'argent. On n'est pas... je pense qu'on a commencé à se faire respecter en tant qu'assureur, en tant qu'acteur du marché. Donc ça, c'est une des plus grosses fiertés. Après, il faut que ça tienne. On n'est pas à l'abri d'un problème, on n'est pas à l'abri d'un retournement, on n'est pas à l'abri de plein de choses. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on souhaite? Qu'on continue à avoir un peu de chance, parce que c'est un peu de chance aussi. L'entrepreneuriat, c'est pas que du talent, ouais. C'est pas que du talent, loin de là.
C'est un peu de courage, un peu de bon sens, un peu de chance et un peu de talent. C'est tout ça à mélanger. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Achille le meilleur? La même croissance tous les ans. La même croissance, ou qu'un jour un gros acteur se dise j'en ai marre qu'ils nous taillent les croupières, ou j'aimerais bien travailler comme eux, et qu'on ait les moyens de devenir encore plus gros, racheté par quelqu'un ou financé, aller faire un peu l'étape d'après. Et le business plan que vous aviez créé avec Xavier à l'époque ressemble à ce que vous avez fait là? Vous en Non, êtes où? pas du tout. On a fait 5 fois ce qu'on 5 fois ce que tu avais annoncé? On a fait presque 8 fois ce qu'on a annoncé. Bon. Et déjà à l'époque, tu avais signé. Oui. On signait pour ça. Bon, bah merci pour ces beaux Merci partages. à toi.